et dire Marion Maréchal, ce qui fait la différence, c'est qu'elle est maman. Tous les 5 ans, on a l'impression que les Républicains, ils enfilent le costard de droite pour les élections présidentielles et qu'après, ils changent d'avis quand la caméra est éteinte. Ça a un peu résumé, je trouve ce que je reproche à la stratégie d'union et droite de Reconquête, c'est-à-dire si je tends la main à Bellamy pour qu'il vienne sur notre liste. Les Républicains ne font que parler de l'immigration illégale. L'immigration illégale, c'est 20% de l'immigration totale. Moi, j'ai une autre différence assez marquée avec Reconquête, c'est l'obsession pour le choc des civilisations. Mais tu sais que Jordan Bardella, c'est quand même le bilan presque d'un stagiaire au Parlement européen. Bonjour, je m'appelle Mathis Viguier, j'ai 26 ans. Dans la vie, je suis directeur général d'un hôpital privé. Ce que je fais au sein des Républicains, je suis délégué national au sein du bureau exécutif du mouvement Jeunes. Mais aussi et surtout, je suis le responsable des jeunes Républicains de l'Aveyron, mon beau département, depuis maintenant 1 an. Je me présente, je m'appelle Solal Sayed Guilin, je suis étudiant en pharmacie, j'ai 23 ans, je suis chez Génération Zemmour et le responsable du 16e arrondissement chez GZ. Bonjour, je m'appelle Jonathan Verbeken, j'ai 20 ans, je suis étudiant à Paris en histoire sciences politiques. Je suis engagé au Rassemblement national depuis 2022, depuis les élections législatives. Et actuellement, j'occupe le poste de délégué du Rassemblement national de la jeunesse pour le 15e arrondissement de la capitale. Au-delà des petites divergences qu'on peut avoir sur les idées et sur le programme, moi en tant qu'électeur de droite et militant de droite, ce que j'aime valoriser, c'est le mérite et le travail. Et aujourd'hui, je pense, parmi les 3 candidats, que celui qui incarne le plus, et qui d'ailleurs le traduit dans son bilan, c'est François-Xavier Bellamy. Toutes les idées de droite, toutes les convictions, tous les combats qui ont été portés, toutes les avancées qu'on a menées, il faut le reconnaître, c'est grâce à François-Xavier Bellamy. Moi aujourd'hui, quand je veux mettre un bulletin dans l'urne le 9 juin, je sais que je vais le mettre pour quelqu'un qui défend nos idées, sur la souveraineté, sur l'immigration incontrôlée, sur l'agriculture, la pêche, l'écologie pragmatique. Aujourd'hui, le bilan, il est du côté de François-Xavier Bellamy. Et pour ça, j'ai envie de le soutenir et de valoriser toute l'action qu'il a menée. C'est le candidat à arrêter de la clarté et de la cohérence. Donc pour moi, c'est celui qui doit incarner demain le combat que la droite doit avoir au Parlement européen. Moi, j'ai juste quelque chose. Tu as parlé de cohérence dans la présentation de François-Xavier Bellamy. Moi, j'ai l'impression que la liste LR, elle manque quand même vachement de cohérence. C'est-à-dire qu'il a été nommé tête de liste des Républicains. Et en fait, François-Xavier Bellamy, j'ai un peu l'impression que c'est l'arbre de droite qui cache un peu la forêt de centristes. C'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y a une rupture entre François-Xavier Bellamy, le reste de la liste des Républicains, et même une rupture avec votre groupe, le PPE, au Parlement européen. Van der Leyen est quand même la tête de liste du PPE, faut pas l'oublier. François-Xavier Bellamy a dit que vous n'alliez pas la soutenir, mais en fond, c'est un vote à bulletin secret, donc on ne sait pas vraiment. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, le PPE, c'est pas un peu Van der Leyen aussi? Moi, je pense que c'est le cas. Alors, franchement, ça tombe très bien que tu me poses la question et j'aimerais bien prendre vraiment le temps de la réponse, c'est important, sur cette question. Aujourd'hui, vous le savez, le président au PPE, président de groupe, c'est M. Weber. M. Weber qui a été soutenu, en l'occurrence, par la délégation LR et notamment par François-Xavier Bellamy. C'est le candidat qui a été soutenu la dernière fois. On n'a pas soutenu Van der Leyen et on ne la soutiendra pas en 2024, que ce soit bien clair. Je profite vraiment de prendre le temps pour ça parce que si on va vraiment au fond des choses et si on étudie la question, on sait que Van der Leyen, elle a été installée à la fois par Emmanuel Macron et à la fois par la droite nationaliste européenne. Pourquoi ça? Tout devait porter à élire à la tête de la Commission européenne M. Weber. Il y a eu une union, une forme d'union entre, on le sait, la droite un peu nationaliste, encore une fois, et Emmanuel Macron, parce qu'il savait très bien que si M. Weber arrivait à la tête de la Commission européenne, une droite pragmatique allait prendre le dessus et allait porter des propositions de loi et allait faire émerger une droite, on va dire, pragmatique au sein de la Commission européenne et au sein du Parlement européen. Et ça aurait amené, de facto, une reprise un peu de la droite, du pouvoir de la droite, au niveau de l'Europe. Et ça aurait amené une dynamique par la suite, aux présidentielles, aux législatives et à toutes les élections nationales qui composent les pays de l'Union européenne. Donc il y a eu un Emmanuel Macron qui, d'un côté, a tout fait pour empêcher que ce soit M. Weber à la tête de la Commission européenne, et notamment par M. Orban, qui a aidé Emmanuel Macron dans cette alliance, pour mettre à la tête une pro-européenne qui savait très bien qu'elle allait mener une Europe, comme elle l'appelle, comme ils l'appellent tous, l'Europe de Macron,
pour justement faire monter la droite un peu nationale sur l'Europe et sur tous les pays, en réalité, de l'Union européenne. Moi, je pense que Ursula von der Leyen, c'est la candidate, et c'est l'Europe de Macron, et c'est le cheval de Troie de la droite nationaliste. Voilà, tout simplement parce que en mettant Ursula von der Leyen à la tête du Parlement européen, et ça a marché, et c'est une bonne stratégie de fond, mais il faut assumer la stratégie. C'est-à-dire que ça a permis aux extrêmes de monter dans les sondages, de monter dans les intentions de vote, et de monter partout en Europe. Et on le constate. Et c'est une stratégie qui a fonctionné, mais il faut juste l'assumer en disant c'est une alliance entre Macron et la droite nationaliste pour mettre à la tête de l'Europe une pro-européenne qui permet de faire monter les partis comme le Rassemblement national notamment. Je pense que tu rééclaires un peu, est-ce que tu rééclaires un peu l'histoire dans le sens où, effectivement, Viktor Orban et Emmanuel Macron ont tous deux, en tant que chef d'État, soutenu von der Leyen en 2019. Mais concrètement, au Parlement européen, il y a un vote de confiance qui s'est fait. Et qui a voté pour von der Leyen ? Le PPE, les LR, les socialistes, SED, Renew, les macronistes. Les Verts n'ayant pas été conviés, la gauche n'a pas été conviée. Le CER s'y est rallié finalement. Et il y a beaucoup à dire sur le CER, mais on y reviendra après. Et Identité et Démocratie, le groupe du UN, qui s'est fermement opposé. Et quand on voit pourquoi est-ce que von der Leyen a été mise là à la place de Weber, c'est concrètement parce que c'est des problèmes internes à la CDU allemande. C'est que les deux font partie de la CDU allemande, ont des lignes d'ailleurs très proches au sein de la CDU, et les deux, avec un profil différent, sont affrontés dans la CDU. Et c'est finalement des problèmes internes au PPE qui ont fait que Ursula von der Leyen est arrivée comme candidate, certes de compromis interne au PPE, mais comme candidate du PPE. Et en fait, moi, le gros problème que j'ai avec Bellamy, qui est quelqu'un que j'estime intellectuellement parlant, pourtant, c'est que j'ai l'impression qu'il a à Paris un discours complètement différent que celui qu'il a à Bruxelles. Par exemple, tu parlais de la pêche, et quand Bellamy vient au sein de l'agriculture ou parler de la pêche française, il a complètement raison de dire qu'il faut défendre les agriculteurs et les pêcheurs français. Le problème, c'est que, dans le même temps, Bellamy vote pour le traité de libre-échange avec le Vietnam, qui condamne les pêcheurs français à une concurrence complètement déloyale. C'est pas le cas pour tous les traités, mais par exemple, dernier exemple, en novembre 2023, il y a le vote du Parlement européen sur le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui est encore une fois négocié avec les pieds par la Commission européenne de manière déloyale. Le RN vote contre. Bellamy vote contre. Pour le coup, je lui reconnais ça. Mais le reste de la délégation des Républicains vote pour. Il s'abstient. Abstention sur la Nouvelle-Zélande, tu as raison. Mais il n'y a que Bellamy qui est contre. Et donc, je rejoins Solal sur le coup de l'arbre qui cache un peu la forêt. Et je dis ça vraiment sans animosité, parce que c'est plus une interrogation. Parce que moi, j'ai un souvenir de François-Xavier Bellamy, justement, sur VA+, la dernière fois, qui expliquait qu'en tant qu'électeur, il voulait être pris au sérieux. Et moi, j'ai du mal à prendre au sérieux, concrètement, quelqu'un qui me tient un discours à Paris qui est complètement différent de ce qui se passe à Bruxelles. Alors non, il ne faut pas dire qu'il a un discours différent. Mais je pense qu'il est plus enfermé dans la logique des LR qui font partie du PPE, qui est un groupe fédéraliste dans ses statuts. Non, c'est pas vrai. Article 2 des statuts du PPE, c'est un groupe fédéraliste. Et donc je pense qu'en fait, la clarté, ce serait quand les LR quittent le PPE, parce que jusqu'ici, en fait, je pense que vous êtes plus enfermé en tant que républicain. Alors, je pense que vous êtes sincère en France en disant que vous voulez aller au-delà. Vous êtes enfermé au niveau européen dans une alliance qui est vieille de 20 ans, qui avait déjà fait en sorte que Philippe Séguin quitte la présidence du RPR parce que le PPE était fédéraliste européen, et qui en fait vous enferme dans une espèce d'entre-deux politique qui en fait vous conduit à l'échec. Alors, pour répondre point par point, sur les accords de libre-échange, pour la Nouvelle-Zélande, on s'est opposé. Mais de manière générale, si vous voulez, la position des Républicains, c'est d'aller un peu plus en profondeur. C'est-à-dire que pour chaque accord de libre-échange, on regarde ce qu'il y a dans les textes et on regarde ce qu'il y a dans les accords. Il y a effectivement des accords de libre-échange qu'on vote. Il y a des accords de libre-échange qu'on ne vote pas. Pourquoi, quand on vote contre ou pour, la raison elle est simple. C'est-à-dire que nous, on part du principe que, je pense, comme une partie de vos candidats, on a envie de défendre l'agriculture et la pêche française, et on l'a déjà prouvé. Maintenant, on a aussi une position qui ne peut pas être un peu idéologique en disant on ferme complètement les frontières sur les importations et les exportations, avec tous les pays qui soient Union européenne, au-delà même de l'Union européenne, parce qu'il y a aussi une puissance agricole française qui a besoin d'exporter, et sur certains accords de libre-échange, il y a un avantage à exporter. La Nouvelle-Zélande, pour la filière bovine, ça allait à l'encontre des avantages des agriculteurs français, c'est pourquoi on a voté contre ou on s'est abstenu. Après, il y a d'autres accords, quand on voit d'autres pays... Bellamy a voté contre. Oui. Et les autres sont abstenus. Abstenus, mais on n'a pas voté pour, on est d'accord sur ce point. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays aussi qui vont connaître une explosion démographique. On sait qu'en Europe et en France, l'évolution démographique n'est pas bonne. Il y a d'autres pays où on voit une évolution démographique qui explose. On voit aussi des pays qui sont prêts à s'engager sur certaines normes. On voit des pays qui sont prêts à s'engager pour lutter contre le dumping social. Et donc, avec ces pays-là, on a tout intérêt à ne pas fermer la porte de manière un peu idéologique en disant non, mais nous, on a intérêt à travailler sur l'import-export avec vous, à condition de poser les règles, ce qui a été fait avec certains pays, parce que derrière, on favorise l'agriculture. Moi, je suis aveyronais, donc je vais à l'encontre des agriculteurs et je les connais très bien. Ils n'ont pas peur de la concurrence. Ils ont contre une concurrence déloyale et une concurrence qui leur impose des normes et des règles. Ça,
qui sont différentes entre les pays. Ça, ils sont contre. Après, ils n'ont pas peur de la concurrence, ils ont besoin d'exporter. Est-ce que tu peux pas dire qu'il faut s'opposer aux accords? Est-ce que tu penses que c'est plus utile? On sait que les accords de libre-échange sont actuellement négociés par la Commission européenne, sont actuellement déloyaux, qu'il n'y a pas de clause miroir, etc. Est-ce que tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux voter contre au Parlement européen pour dire à la Commission européenne renégocier l'accord pour avantager l'agriculture, pas que l'agriculture française, l'agriculture européenne de manière générale, pour obliger la Commission à renégocier? Parce que finalement, quand en fait Bellamy vote contre, et il a raison. Pour le coup, il n'a pas voté contre, il a voté pour le Vietnam. Donc, mais ça dépend des accords, tu as raison. Tout dépend de quel accord, à quel moment. Moi, ce que je reproche au LR, c'est de laisser la Commission européenne faire un travail que je juge être un mauvais travail et de ne pas l'inciter ou l'obliger à renégocier. Ce serait plus utile pour l'agriculture française. Il y a des choses sur lesquelles on travaille pour négocier, notamment le Vietnam. Enfin, je veux dire, le Vietnam a fait des efforts dans les négociations et dans les accords de texte pour l'accord d'export-import et qui allait plutôt dans le sens, on va dire, dans le bon sens pour nos agriculteurs et pour l'ensemble de notre filière. Encore une fois, il faut aller dans le sens du détail. On ne peut pas s'opposer. Moi, aujourd'hui, je pense que sincèrement, les agriculteurs, ça ne leur fait pas peur de voir des produits importés à condition qu'ils respectent les normes. On parle des clauses miroirs, etc. Moi, je pense sincèrement qu'ils n'ont pas peur de ça parce qu'on est la filière agricole qui produit, qui respecte le plus les normes environnementales et la gastronomie française est une exception en la matière. Donc, les agriculteurs, ils n'ont pas peur de ça. Ce qu'ils ont peur, c'est effectivement quand on fait des accords avec des pays qui ne respectent pas, qui ne sont pas sur le même pied d'égalité. Après, aller voir un agriculteur, dites-lui, on a voté contre tous les accords de libre-échange, je vais vous dire, écoutez, là, à mon sens, vous êtes un peu dogmatique parce que nous, on a besoin d'exporter aussi. Et au-delà de l'Europe qui est en déclin démographique, il y a des pays en Asie, il y a des pays potentiellement en Amérique aussi, qui vont avoir besoin d'importer et qui vont compter sur la filière d'excellence agricole française qu'on essaie de relever. Donc, je veux dire, il ne faut pas, à mon avis, fermer la porte à tous les accords. Il y a des accords qu'il faut voter, il y a des accords qu'il ne faut pas voter. Et c'est la position de François-Xavier Bellamy, et on parle de cohérence et de clarté, c'est ça son message. C'est-à-dire qu'on est avec les agriculteurs, mais on ne peut pas faire de l'idéologie sur l'agriculture parce que c'est un secteur trop important, trop stratégique pour la France et pour l'Europe, et ça fait partie aussi de l'exportation, du développement de la filière. Donc, nous, sur les accords, on est transparent, on est très clair, encore une fois. Est-ce que tu trouves qu'il y a une fracture entre Bellamy et le reste du PPE? Parce que depuis tout à l'heure, on avait parlé de Van der Leyen, candidate du PPE. Bellamy, apparemment, ne la soutient pas. Là, Jonathan vient de justement souligner le fait qu'il y avait des votes qui étaient très différents entre le groupe et Bellamy. Même entre les LR et Bellamy. Ça, de toute façon, ça c'est établi. Ça c'est établi. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a est-ce que, honnêtement, sincèrement, les yeux dans les yeux, est-ce qu'il n'y a pas une fracture entre Bellamy et le reste de sa liste et Bellamy et le reste du groupe du PPE? Alors, sa liste, Céline Imard, elle incarne cette agriculture qu'on veut défendre. Donc au niveau de la liste, aujourd'hui, ils sont deux. Et sincèrement, on est complètement en cohérence à la fois avec ce qu'on a fait et à la fois avec ce qu'on propose. Donc sur la liste, je pense qu'on est en cohérence. Pour le PPE, c'est notre place. Je veux dire, après, au sein du Parlement européen en Europe, il y a des pays, de par leur position géographique ou leur contexte national, ont des accords différents, même au sein de la même droite. La droite européenne, il y a des pays qui vont voter massivement contre l'immigration, d'autres, alors que c'est la droite qui peut voter pour des questions de travail, c'est un peu plus complexe que ça. Moi, je pense que notre place au PPE, elle est essentielle parce que c'est là où on peut peser de l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le PPE qui est la première force au Parlement européen, et donc, on fait partie de cette force-là. Après, notre vision des choses, c'est d'essayer de changer les choses de l'intérieur. Ursula von der Leyen, encore une fois, ne devait pas être là si on avait écouté les Républicains et la délégation LR au Parlement européen. Maintenant, comme je vous l'ai dit en entrée, il y a eu des accords d'arrière-boutique entre les macronistes et encore une fois la droite nationaliste étrangère, je pense à Viktor Orban notamment, qui ont tout fait. Viktor Orban en fait. Mais voilà, mais qui ont tout fait pour mettre cette personne qui est pro-européenne et qui est complètement déconnectée à la tête de la Commission européenne pour justement appliquer une politique qui n'allait pas à l'avantage du peuple, on va dire au peuple français, aux autres peuples européens, pour justement faire monter et l'alternative. Et ça, c'est ce que je reproche un peu, et je le dis en toute tranquillité sur VA+, parce que c'est pas le cas de VA+, mais on sent bien au sein des médias qu'il y a la volonté d'imposer systématiquement le match entre Macron et le Rassemblement national, on va dire pour certaines d'extrême droite, ce qui est contestable. Mais ce débat, cet affrontement-là n'a pas de sens. Et je pense que sincèrement, les Français, même les Européens, dans le cadre de cette campagne électorale qui va arriver dans tous les pays, n'ont pas envie de voir s'installer ce match parce que ça ne permet pas d'aller au fond des choses. Et on a deux visions qui sont diamétralement opposées, mais il y a un chemin entre ceux qui pensent qu'il faut sortir de l'Europe et que l'Europe est responsable de tous les maux, et ceux qui pensent que l'Europe est la solution à tout. Moi, je pense qu'il y a vraiment une alternative et qu'il y a un chemin pour les Républicains, c'est celui de peser à l'intérieur du PPE avec une droite pragmatique, comme l'a fait François-Xavier Bellamy,
qui défend les intérêts nationaux et qui sait s'appuyer sur l'Europe quand il faut s'appuyer sur l'Europe. Parce que, encore une fois, dans les équilibres qui sont fragiles dans ce monde, se passer de l'Union européenne et de l'Europe serait une faute, je pense, majeure, géopolitique majeure. Pour le coup, ça, c'est le discours de personne aujourd'hui de dire qu'il faut se passer de l'Europe. Le Rassemblement national ne défend pas un Frexit de je ne sais quoi. Il a changé, Je suis d'accord. Ça a changé, mais... Mais sur la question du PPE et des LR, le PPE travaille depuis déjà plus d'une trentaine d'années, main dans la main avec les socialistes au Parlement européen et maintenant avec les centristes. Il y a 20 ans, sur la plupart des tests, la plupart des majorités. En général, il y a une coalition quand même, LR, socialiste, Renew. Il y a une coalition qui a... Ça change, ça tend à changer aujourd'hui parce que maintenant, justement, que la droite nationaliste que tu te sembles dénoncer monte, beaucoup de partis du PPE sont obligés de se droitiser. En Espagne, la montée de Vox oblige le Parti populaire espagnol à se droitiser, de même qu'en Autriche, de même qu'en Allemagne. Donc il y a un changement qui se fait parce que justement les droites patriotes, dont le Rassemblement national est l'un des partis les plus importants en Europe, montent, ça c'est une réalité. Mais au sein même du Parlement européen, on voit quand même que, par exemple, je prends un texte qui m'avait complètement choqué en janvier, le 17 janvier, il y a eu un texte proposé au Parlement européen sur la conscience historique européenne. Le rapporteur du texte est une députée CDU, donc du PPE, et que dit le texte ? Il faut arrêter que l'éducation en Europe soit une éducation nationalisée, qui s'appuie sur les nations, mais une éducation mondialisée, une éducation européanisée, une éducation multiculturelle, et que cette éducation reconnaisse que l'Europe est un continent raciste de manière systématique, sexiste de manière systématique, et en gros, est un continent qui doit se flageller pour le millénaire à venir. Face à ça, que fait la droite européenne du PPE tout d'abord ? Pas les LR encore, mais que fait le PPE ? Le PPE se dit, écoutez, il présente le texte, le rapporteur est du PPE, et il vote pour. Et que fait François-Xavier Bellamy, qui affarie un discours conservateur qui ne me déplaît pas, qui dit qu'il a raison, il signe dans de nombreux journaux, il le dit même à VA+, qu'il faut arrêter le masochisme intracontinental. Et que fait-il ? Il s'abstient. Et c'est sur des votes comme ça que je ne le comprends pas. Parce que concrètement, quand à mon sens on se veut d'une droite et qu'en plus on se revendique assez conservateur, ce qu'il fait, a raison, il a le droit de se revendiquer conservateur, on ne peut pas laisser un texte qui est décrit comme étant woke et qui est en plus présenté par le PPE, on ne peut pas le laisser faire. Si on est au PPE et qu'on voit des textes comme ça se faire, l'intérêt d'un François-Xavier Bellamy dans ce que tu dis, ce serait de dire au PPE, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et concrètement, ce qu'on voit, c'est que concrètement, les LR sont isolés au sein même du PPE, parce que, si tu me permets pour finir, il y a déjà, en 2009, aux européennes, l'UMP avait fait quasiment 25-30% quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Et déjà à l'époque, l'UMP était soumise à la CDU allemande. Et aujourd'hui, je pense que maintenant que les LR sont loin des 30%, c'est pas maintenant que les LR vont imposer une ligne au Parti populaire européen, qui est un parti fédéraliste par essence. C'est pas maintenant que vous allez imposer une nouvelle ligne. Après, François-Xavier Bellamy, il est très clair, et je pense que LR, très clairement, parfois, sur ces lignes-là, s'oppose. Après, je pense ce serait une erreur de confondre LR dans l'ensemble des politiques qui sont PPE, parce qu'encore une fois, il y a tout un tas de politiques qui sont menées, et il y a tout un tas de lignes, comme je l'avais dit, au sein de l'Union européenne, c'est complexe, il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des compromis avec des pays, même avec des groupes politiques qui parfois sont différents, pour des intérêts qui sont nationaux. Donc c'est plus complexe que ça apparaît. Mais moi, aujourd'hui, quand j'entends Jordan Bardella, etc., j'ai pas l'impression aussi qu'il y a au fond la volonté de s'assumer sur des groupes qui sont propres à l'extrême droite. Par exemple, il avait rencontré le 20 février avec Marine Le Pen, Alice Weidel, qui est la coprésidente, enfin, qui est à la tête de l'AfD au niveau allemand. Qu'est-ce qu'ils se sont dit Parce que quand on connaît les idées de ce parti, pardon de le dire, en Allemagne, qui est quand même qui a défendu la réémigration même de certains citoyens allemands. Donc, moi, je m'interroge aussi sur qu'est-ce qu'on dit face caméra sur les plateaux télé et qu'est-ce qu'on va négocier sur des rencontres qui n'ont pas vraiment communiqué dessus. C'est un média qui a relevé cette rencontre en disant mais qu'est-ce que se sont dit Jordan Bardella et Alice Weidel. Donc, sur le PPE, nous, on n'est pas d'accord avec tout. Et on va essayer de peser de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on veut faire intégrer au Parlement européen de nouveau le 9 juin le maximum de parlementaires LR, parce que c'est comme ça qu'on pèsera de l'intérieur au sein de parti qui est majoritaire au sein du Parlement européen. Mais moi, je m'interroge, c'est sur les positions aussi des autres candidats, parce que c'est bien beau de taper sur le PPE, mais il faut voir aussi avec qui on s'allie au Parlement européen. Et moi, quand j'entends Alice Weidel, elle a des discours qui... Est-ce qu'aujourd'hui, le RN est dans l'arc républicain ? Oui, c'est pas une question. Est-ce que le RN fait partie d'un parti d'extrême droite ? Là, je pense qu'il y a une vraie question. Et ces questions, elles se tranchent sur les accords qu'ils trouvent au niveau de l'Europe aussi. Et moi, pardon, mais quand les Allemands disent de leur pleine bouche l'AfD, il n'y a que les fascistes qui votent pour, et que Jordan Bardella et Marine Le Pen vont rencontrer Alice Weidel, à dire dans l'ombre, sans communication, on se pose des questions aussi sur les accords qui se font. Donc, oui, nous, au PPE, effectivement, on a des accords de fond avec
certains pays, derrière certains textes, on essaie de peser, parfois on s'abstient, parfois on vote contre, parfois on vote pour. Mais c'est plus complexe que ça. Mais on assume d'être dans la majorité de droite européenne et on assume de porter une ligne qui est pour le coup, je pense, claire au niveau de François-Xavier Bellamy. Là, je vais m'adresser aux 2,5 millions d'électeurs qui ont voté pour Éric Zemmour en 2022. Vous avez dû constater que depuis la réélection de M. Macron, rien n'a changé. Le grand remplacement est toujours en cours, le grand déclassement est de plus en plus visible, le grand endoctrinement s'implante de plus en plus en France. Plus le temps passe, plus tous les éléments donnent raison à Éric Zemmour, à Reconquête et aujourd'hui à Marion Maréchal. Je tiens à rappeler que les élections européennes, c'est une élection de conviction à un tour. Il n'y a pas de stratégie politique à avoir. On doit comparer les programmes, si on est de droite des Républicains, du Rassemblement national et de Reconquête, et voter pour le programme qui correspond le plus à nos convictions. Quand on est de droite aujourd'hui, je me demande plutôt la question inverse, pourquoi ne pas voter pour Marion le 9 juin? Moi, en tout cas, c'est sûr, j'ai pris ma décision le 9 juin prochain, ma voix ira pour Marion Maréchal. Moi, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu t'es adressé en quelque sorte aux électeurs d'Éric Zemmour. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est c'est évident provocateur, est-ce que tu ne penses pas que la candidature de Marion Maréchal est une candidature de témoignage, qui vise à en faire à ne contenter que les électeurs d'Éric Zemmour et à rester en quelque sorte sur un socle électoral qui est déjà établi de 5 à 7% à la dernière présidentielle ou aux élections parlementaires? Et est-ce qu'en fait, Marion Maréchal, dans la campagne personnellement que je vois actuellement, ne s'adresse pas qu'aux électeurs d'Éric Zemmour? J'ai envie de vous dire, on a quand même tendu la main plusieurs fois au Rassemblement national. Nous, on avait milité du départ pour l'Alliance des droites. En plus, je suis sûr qu'on sera peut-être amené un jour à travailler ensemble, Reconquête et le Rassemblement national. Donc non, je ne pense pas que la candidature de Marion Maréchal ne s'adresse qu'aux électeurs de Reconquête. Ça s'adresse à tous les Français. On a adressé énormément de sujets ces derniers temps. Et je la crois tout à fait crédible sur tous les sujets sur lesquels elle a parlé. Récemment, on a fait les rencontres économiques, on avait discuté, on avait comparé des programmes, comparé tout ce qui était présent en ce moment en France sur les questions de l'économie, tout ce qui était présent en France sur les questions de l'assistanat, tout ce qui était le matraquage fiscal, tout ce qui était... Ça, c'est pas des questions qui ne concernent que les gens qui votent Reconquête. Je veux dire, le matraquage fiscal, ça concerne tous les Français. Donc non, son programme concerne bien tous les Français. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'invite les Français à s'y intéresser, à l'écouter, à voir ce qu'elle a à dire et à se rendre compte de la crédibilité du projet qu'il y a derrière Marion Maréchal. Moi, tout d'abord, j'ai une forme de respect pour Marion Maréchal parce qu'elle a su se rendre indépendante du Rassemblement national, qui avait quand même une identité Le Pen très forte et qui l'a toujours. J'ai simplement une question, moi, qui me pas pose problème, mais qui m'interroge sur le fond. Quand on pose ouvertement la question à Reconquête sur quel est l'intérêt en réalité de se présenter face aux Républicains ou face au Rassemblement national, qui est aujourd'hui vous prenez l'Union, j'entends Guillaume Pelletier dire au micro de la journaliste, c'est parce que Marion Maréchal Le Pen, elle est maman. Alors c'est très bien. Le Pen, pas Le Pen. Marion Maréchal. Bon, mais Le Pen, Le Pen. vous coupez des Le Pen, pas de problème. La réponse c'est ah oui, mais vous savez quand même Marion Maréchal, elle est maman. C'est très bien. Moi je suis très contente pour elle et c'est très bien. Mais je veux dire, dans une élection si importante, on l'a dit, l'Europe c'est aussi quand on vote des textes des majorités. C'est-à-dire c'est pas simplement un PPE qui vote à 100% pour ou contre une loi, c'est pas un autre groupe qui vote pour ou contre, c'est parfois des alliances. Quand on sait l'intérêt et l'importance de ce vote et du nombre de parlementaires qui vont rentrer au Parlement européen pour demain voter les lois pour notre continent. Qu'est-ce que cet élément qui est annoncé comme la principale différenciation entre nos candidats va apporter, il va permettre de relever l'Europe? Moi, c'est ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'au vu de l'importance des enjeux, on ne peut pas être dans le commentaire ou dans le marketing politique et dire Marion Maréchal, ce qui fait la différence, c'est qu'elle est maman. Non, je vais te répondre là-dessus. Moi, ça m'interroge. Je vais te répondre. Donc, en gros, tu veux reprendre sur les propos de Guillaume Pelletier quand il avait dit... Et prolongé par Marion Maréchal, d'ailleurs. Okay. Donc, là-dessus, ah oui, on est tous d'accord pour dire que avoir un enfant, ça change quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je pense que tu es d'accord. Je suis complètement quand tu auras des enfants, tu es d'accord que ça fera de toi quelqu'un de différent parce que quand tu vas travailler, quand tu vas t'investir dans la vie, pas forcément politique, dans ta vie en général, tu ne vas plus le faire que pour toi, mais tu vas le faire pour tes enfants aussi. Et il y a Freeman qui avait dit quelque chose que j'aimais beaucoup, c'était qu'un homme politique s'intéresse aux futures élections,
un homme d'État s'intéresse aux futures générations. Et en fait, depuis le début de cette campagne, j'ai l'impression qu'il n'y a que Marion Maréchal qui s'intéresse aux futures générations. C'est la seule à être présente sur les thématiques du wokisme, qui, l'école, c'est les futures générations. C'est une des seules avec parents vigilants qui est vraiment présente sur ces thématiques-là. En fait, j'ai l'impression d'entendre, quand les Républicains ou le Rassemblement parlent, j'ai l'impression d'entendre parler que de politique, que d'élections, que d'élections, que d'élections. Ouais. Nous, derrière, ce que Marion Maréchal présente, et c'est quelque chose qu'a voulu souligner Guillaume Pelletier, c'est qu'elle ne se bat plus pour elle. Elle ne se bat plus pour ses intérêts. C'est pas elle change de costume, d'idée en fonction de ce qu'il faut. Je prends l'exemple, pour revenir très rapidement sur les Républicains, mais tous les 5 ans, on a l'impression que les Républicains, ils enfilent le costard de droite pour les élections présidentielles et qu'après, ils changent d'avis quand la caméra est éteinte. Ils ont des mots très forts lorsque, par exemple, je prends le Guilhem Carayon qui avait dit les Français en prison, les étrangers dans l'avion lors des émeutes. Et 2 jours plus tard, on a Rachida Dati qui dit oh là, attention, du calme, on est peut-être allé un peu loin. Enfin, voilà. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est quand tu as des enfants, ta vie change. Quand tu as des enfants, tu ne te bats plus pour toi, tu te bats pour eux. Mais ça, Donc, personne ne le conteste. Mais ce que je veux dire, c'est que le projet de reconquête initial, la création du parti politique, c'est l'union des droites. C'est le projet, je pense, de fond. Et encore une fois, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, parce que sur la présidentielle, il y a quand même pas mal de personnes, notamment Éric Zemmour, qui ont passé leur temps à taper sur Marine Le Pen. Ça n'a pas forcément fonctionné. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que sur les européennes, ils vont essayer de taper sur Bellamy. Alors, c'est un coup, on appelle du pied, Bellamy devrait nous rejoindre. Un coup, les LR ne comprennent pas vraiment la situation du... Bellamy a quand même avait dit qu'il allait appeler à voter Zemmour s'il était au second tour. Donc c'est que Bellamy a quand même une certaine appétence pour le programme de reconquête et pour reconquête en général. C'est bien ce que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire que sur des idées, on peut parfois trouver des points de compromis. Et quand le motif avancé principal pour dire, ben non, on va faire une liste différente, pour pas faire justement une union des électeurs, des votes, pour faire après... la petite musique du vote utile en disant bah écoutez, s'il y a 5% ou 6% d'un côté, 5 ou 6% de l'autre, ça fait 12%. Il y a des électeurs qui vont se dire 12%, ça commence à être intéressant. Ils peuvent être deuxième, on peut monter à 15%, il y a une dynamique qui se met en place. C'est au contraire casser cette possibilité de retrouver des électeurs qui se retrouvent sur un programme, ou pas être d'accord sur 100% d'un programme, mais qui se retrouvent sur la majorité des idées, et de se dire bah non, nous on va faire quand même liste à part, alors que notre projet initial, c'est l'union, parce que Marion Maréchal... Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est ça qui m'interroge. Il y a 2 points là-dessus sur lesquels je voudrais répondre. La première, c'est que ce que tu dis, c'est qu'en gros, si jamais demain, Marion Maréchal appelle François-Xavier Bellamy et lui propose une place sur notre liste, il dira quoi, Bellamy? Il dira non. Il dira non. Parce que nous, on peut lui tendre la main, il ne va pas la prendre. Mais c'est pas le sens de Donc, l'histoire. de l'autre côté, juste une deuxième chose avant que... C'est très intéressant en fait comme discussion. Tu trouves? Oui, non mais je trouve parce que tu vois, tu as un peu résumé, je trouve ce que je reproche à la stratégie du non et droite de reconquête, c'est-à-dire si je tends la main à Bellamy pour qu'il vienne sur notre liste. Bon, j'ai l'impression que la vision de reconquête de l'union des droites, et ça fait des années que je vois ça dans tous ceux qui prennent l'union des droites un peu absolument, c'est un peu comme l'Europe, quelque part, c'est de dire on fait l'union mais avec notre étiquette à nous, sur notre liste. Alors que si on veut faire l'union ou travailler ensemble, ce qu'il faut c'est se mettre autour d'une table, parler du projet, dire je suis d'accord avec toi sur le PPE par exemple, et on travaille sur les sujets. Je suis d'accord avec toi. Je vais te répondre juste sur ce sujet-là. Reconquête, il est cohérent dans son programme. C'est-à-dire que nous, si jamais tu veux venir discuter avec nous du programme de Reconquête, tu vas avoir un programme, d'accord, à partir duquel tu vas pouvoir travailler. Si jamais on regarde le programme des Républicains ou les Républicains en général, il y a tellement de sous-fractures dans les Républicains qu'aujourd'hui, on ne sait plus à qui parler. Quand on regarde la différence qu'il y a entre Pécresse, entre Ciotti, entre Bellamy, entre tous ces gens-là, ça devient compliqué. À qui on s'adresse? Comment est-ce que tu veux convaincre chez les Républicains à la fois des gens qui sont du coup un peu pour certains le banc de touche du gouvernement, hein, on peut citer Dati. Est-ce que tu crois vraiment que Rachida Dati, elle pourrait, on doit avancer les mêmes arguments pour faire une alliance avec Rachida Dati que pour faire une alliance? C'est-à-dire que c'est bien beau de dire oui, mais vous voulez votre liste, vous voulez votre liste. Déjà, nous, on est en train de monter, les Républicains sont en train de descendre. Ça, c'est la première chose. Quand même, il faut avoir l'humilité de dire que nos 2 listes ne sont pas bien placées. Elles sont pas bien placées, voilà. Mais il faut quand même reconnaître qu'en ce moment, il y a une force montante, il y a une force en déclin. Tu dois quand même le reconnaître. Franchement, ça dépend des jours. On peut pas dire qu'il y a une dynamique sur votre liste, et je le dis ouvertement et tranquillement, il n'y a pas de dynamique générale. Une dynamique générale, je peux remonter jusqu'à la présidentielle. Mais en général, en ce moment, Reconquête, c'est celle qui a émergé, et Reconquête, non. Reconquête, celle qui a émergé, et les Républicains, celle qui est en déclin. L'alliance des droites, comme tu dis, ça va nécessiter des compromis.
Ça, je suis d'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on reviendra tout à l'heure sur les compromis avec le Rassemblement national. Mais pour faire des compromis avec les Républicains, ça va être compliqué, sachant qu'aujourd'hui, on sent la fracture. On sent qu'il y a une fracture entre les Républicains qui sont des centristes non assumés et des Républicains qui, eux, je pense, sont plus proches de Reconquête que de LR. La liste LR d'aujourd'hui que de Pécresse. Il y a toujours eu plusieurs lignes chez les Républicains, ça, on le sait, même les parlementaires, et sur les questions sociétales, sont complètement libres. C'est-à-dire que ce n'est pas une caserne où il y a le président du groupe ou le président du parti qui va dire on vote ça et tout le monde fait table rase. Je pense que déjà, depuis qu'Éric Ciotti est à la tête du mouvement, on peut reprocher à ce qu'on veut à Éric Ciotti, mais il y a une clarification de la ligne. Et ça, je pense que clairement, aujourd'hui, la droite qui porte, c'est une droite assumée, qui n'est pas encore une fois dans l'idéologie, mais qui a le courage de ses convictions. Donc, il y a un travail qui fait sur ça. Bien sûr, on a eu conscience que peut-être que sur la campagne présidentielle, on n'aurait peut-être pas dû faire des primaires 6 mois avant. Parce que ça vient croiser les lignes, on ne sait pas vraiment qui porte le message. Ça, je le reconnais. On a fait des erreurs, mais moi, je ne suis pas ici pour dire les Républicains sont parfaits et il ne suffit plus que voter pour nous. Ce que je te dis juste, c'est que nous, la ligne aujourd'hui, elle a été clarifiée. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont partis. Et je pense à Rachida Dati, elle est partie. Le lendemain, Éric Ciotti a communiqué comme quoi elle ne faisait plus partie des Républicains et qu'à Paris, il allait avoir un candidat LR. On ne peut pas faire plus clair en termes de clarification politique. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que on ne peut pas arriver avec un projet politique en disant « nous, on veut l'union », en créant un parti politique où l'argument de différenciation, aujourd'hui, je suis désolé, il n'existe pas, ou alors c'est des petits détails sur des petits textes, des petits amendements, mais sur le fond de la politique, il n'existe pas. Il n'y a pas de... Et venir dire après, mais après, ça, en fait, je vous explique, c'est à vous de nous rejoindre. Je ne suis pas sûr de comprendre. Tu as dit qu'il n'y avait pas de grosse différence entre les Républicains aujourd'hui, et entre François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal Le Pen, pour recentrer, Marion Maréchal, excuse-moi. Je te remercie. Pour recentrer sur les européennes. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire une différence fondamentale, très forte, et vraiment, on voit une différence entre les deux? Mais je vais reprendre l'exact argument que j'ai pris au départ. Il y a peut-être peu de différence entre François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal. Il y en a. Cependant, il y a des grosses différences entre les Républicains et Reconquête, la ligne générale. C'est ça que je veux dire. Moi, je te prends aussi parce qu'on peut remonter il y a très longtemps, on en a des exemples, mais aujourd'hui, il y a des prises. Mon exemple personnel, je trouve qu'il y a des prises de décision de LR que j'ai du mal à comprendre. Je te prends l'exemple, là je l'avais noté pour les Alpes-Maritimes, le délégué des Républicains qui avait dit à propos de Lampedusa, donc Marion venait de rentrer de Lampedusa et de dire qu'il va falloir faire quelque chose de fort au niveau européen pour empêcher que ça arrive. Lampedusa, et alors il a dit, je cite, « faire au mieux pour accueillir l'ensemble de cette population ». Alors ça, tu vois, typiquement, t'entendras jamais un délégué Reconquête dire qu'il faut faire au mieux pour accueillir des clandestins de Lampedusa. Je rebondis juste sur le clandestinat, justement. Les Républicains ne font que parler de l'immigration illégale. L'immigration illégale, c'est 20% de l'immigration totale. Reconquête, lui, voudrait aussi arrêter l'immigration légale. C'est 500 000 personnes par an. C'est décidé place Beauvau, c'est décidé avec Van der Leyen qui nous impose des quotas. Ça, c'est quelque chose pour le moment où les Républicains, on ne les entend pas. Alors, nous, l'immigration illégale, évidemment, on est contre. L'immigration légale, je pense qu'on a porté une proposition claire, là, c'est au Parlement français, mais un travail qui a été, vraiment le texte, il faut reconnaître, a été travaillé par les Républicains pour une forme de référendum sur l'immigration, pour justement reprendre le contrôle de l'immigration. Après, nous, encore une fois, on n'essaie pas d'avoir des positions dogmatiques, c'est-à-dire que l'immigration zéro, je suis sincèrement désolé, c'est impossible. Je le dis très clairement ici, elle n'est pas souhaitable. L'immigration illégale, elle n'est pas non plus souhaitable. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut aller un peu en profondeur des sujets et de se dire, sur ce point de vue, on a peut-être besoin un peu effectivement d'immigration. Moi, je trouve que l'idée d'interdire complètement l'immigration des étudiants étrangers en France, je ne trouve pas que c'est une très bonne idée. Pourquoi vous n'avez pas soutenu notre référendum sur l'immigration avant de proposer le vôtre ? Alors, mais quand vous l'avez proposé, parce que pour proposer une proposition de loi, il faut avoir des parlementaires. Non. On a proposé de faire un référendum sur l'immigration. Où je pense que si jamais on avait eu quelques mois avant la loi immigration, on avait fait une proposition. Il y a Nicolas Dupont-Aignan d'ailleurs qui avait fait toute une vidéo disant qu'il soutenait le référendum pour l'immigration avec nous. Le Rassemblement national, on ne vous a pas entendu sur ce sujet. Et vous avez dit ah non, nous on ne soutient pas. Et après, qui a dit qu'on était contre le référendum sur l'immigration? Non, c'est nous qui portons, c'est nous qui l'avons travaillé. C'est nous qui l'avons mis sur la table. Non, le référendum pour l'immigration, il me semble que c'est l'article 11. C'est ça, c'est le référendum. Sauf que on l'avait proposé, juste termine, t'as refusé, les Républicains ont refusé de nous soutenir et juste après la débâcle de la loi immigration, vous avez proposé d'en faire un vous-même.
Donc ça, c'est quelque chose que je trouvais quand même vachement hypocrite de la part des Républicains. Et après, ça tribait l'idée. Il faut être un peu sérieux dans le... Alors déjà, si on fait la généalogie du référendum sur l'immigration, on remonte à Le Pen père, même à Marine Le Pen en 2021, mais c'est pas le problème. Le référendum d'initiative partagée peut être une bonne idée, sauf que concrètement, comment ça se passe ? Il faut presque 300 parlementaires. Si on se met tous ensemble, effectivement, on les a, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut 5 millions de signatures. Aujourd'hui, en France, vous n'avez pas 5 millions de signatures sur un référendum. Non, c'est vrai que les Républicains, plus Reconquête, plus le Rassemblement national, il n'y a pas 5 millions d'électeurs. C'est pas un problème d'électeurs, c'est un problème d'organisation. Il y avait eu, par ailleurs, avec les LR et de nombreux parlementaires, un tentative de référendum d'initiative partagée sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Il y avait eu plus d'1 million de signataires, mais concrètement, les procédures pour arriver à ce référendum sont des procédures tellement farfelues et longues qu'il est presque impossible de le faire. Après, donc là, tu es en train de me dire que les élus, ils n'ont pas envie de faire leur travail pour représenter les Français. C'est ça le point de vue du Rassemblement national, c'est dur à faire, donc on le fait pas. Non, ce que je dis, c'est que Reconquête, en promettant ce référendum d'initiative partagée, trompe les électeurs. Parce qu'au contraire, c'est justement à l'Assemblée nationale que va se jouer avec des parlementaires, encore faut-il en avoir, ça va se jouer à l'Assemblée nationale. Moi, tu vois, je trouve que c'est très intéressant ce débat sur les droites, parce qu'en fait, là, vous parlez un peu la droite, LR c'est de droite, la Reconquête c'est de droite. Ok, mais la droite en France, c'est 35% des personnes qui sont de sensibilité de droite. Si on veut gagner un jour, il faut être 50% plus 1. Et je ne pense pas que c'est en restant... Il faut assumer son identité de droite gaulliste. Il faut assumer qui on est. Mais concrètement, c'est pas en restant sclérosé dans l'idée de droite pure qu'on va gagner. Mais je suis d'accord. Quand on reste à 35%, en fait, on laisse juste Emmanuel Macron ou la gauche reprendre le pouvoir et rafler la mise. Et on se fait juste avoir. Moi, j'ai une autre différence assez marquée avec Reconquête, c'est l'obsession pour le choc des civilisations. Je reconnais pleinement l'avantage à avoir une vision civilisationnelle de la chose. C'est à prendre en compte dans les relations internationales de manière générale. Moi, je suis plutôt adepte de la réelle politique du général de Gaulle ou de Richard Nixon ou de Kissinger historiquement. Mais quand on regarde le discours de Reconquête actuellement sur les relations internationales, et moi je me demande que voteront les députés Reconquête au Parlement européen 6 ans en moins sur des sujets. Par exemple, très simple, Marion Marshall et Éric Zemmour soutiennent profondément Israël, à raison, et soutiennent l'Arménie, à raison, en faisant une guerre de civilisation. Mais comment faire ça alors même que l'Arménie se bat contre l'Azerbaïdjan, soutenu profondément par Israël, Israël qui se bat contre l'Iran, l'Iran allié de l'Arménie, et que dans le même temps, l'Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie, qui soutient le Hamas, qui attaque Israël sans cesse. Donc je pense que la vision, si tu me permets, la vision de Reconquête qui vise à dire au niveau des relations internationales, on ne voit tout que par le prisme de la civilisation, en écartant les nuances qu'on voit depuis plus de 3000 ans, 3500 ans d'histoire, mais en fait, il y a un manque de concret, de sérieux. Et donc, on reconnaît une forme de pureté idéologique, cette droite un peu pure, si je dis de droite, qui se reconnaît de droite, mais on fait en fait le pragmatisme qu'on reconnaît chez les hommes d'État. Ce que tu viens de dire, c'est assez intéressant parce que tu as cité, donc sur la civilisation, tu as cité Israël, l'Arménie, l'Iran, la Turquie, tu as cité tous les pays sauf la France, ce qui est la grande oubliée de ton discours. C'est dommage parce que c'est là-dessus sur laquelle nous on se focalise sur la France. Ça peut peut-être, non mais ça peut peut-être paraître étrange, mais nous typiquement, oui, on soutient Israël face aux terroristes du Hamas, oui, on soutient l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Israël a les relations qu'il a avec l'Azerbaïdjan, avec l'Arménie. On ne fait pas d'ingérence étrangère. Peut-être que le Rassemblement national ou les Républicains, mais je crois que les Républicains sont plutôt sur notre ligne à ce propos-là, ont envie de faire de l'ingérence, envie de dicter aux différents États comment ils sont censés se comporter. Nous, chez Reconquête, on s'intéresse à la France. À la France. Et les votes au Parlement européen, parce que c'était ta question initiale, Parlement européen, Reconquête votera dans l'intérêt des Français. C'est tout ce qu'il faut se dire. Dans l'intérêt des Français et pour la défense de la civilisation européenne. C'est tout ce que tu as à retenir sur ce sujet-là. Ah, ma question, mais ok. Si je soutiens Jordan Bardella, c'est parce que, avec la liste du Rassemblement national, c'est le seul qui aujourd'hui peut concrètement peser. Peser non seulement au niveau européen, avec le groupe Identité et Démocratie, qui est le groupe en pleine croissance à l'échelle de toute l'Europe, car partout en Europe, les alliés du Rassemblement national sont en train d'arriver au pouvoir, aux Pays-Bas ou en Autriche notamment. Au-delà de cela, les élections européennes vont être fondamentales en France. C'est les seules élections nationales avant la présidentielle de 2027. Ce scrutin à vocation nationale va pouvoir permettre concrètement de dire à Emmanuel Macron et aux européistes que les Français ne veulent plus de l'Europe de Macron, mais veulent une Europe des nations, une Europe libre, une Europe des coopérations concrètes, l'Europe portée par Marine Le Pen et par Jordan Bardella. Enfin, les élections européennes sont fondamentales
Et si je soutiens le Rassemblement national, c'est parce que c'est le seul parti qui est à même de rassembler les Français. Au-delà du simple clivage de la seule droite, c'est autour du patriotisme, autour des seules valeurs qui doivent nous animer lorsque l'on s'engage en politique. Parce que, une fois qu'on sera en 2027, nous n'aurons plus le temps de nous diviser. Il sera venu le temps de l'alternance, le temps de l'arrivée au pouvoir des patriotes, le temps, enfin, de relever le pays. Les élections du 9 juin prochain avec Jordan Bardella, car vivement le 9 juin sincèrement, seront le b.a.-ba d'un sursaut patriote en France. Alors, je t'ai écouté attentivement, presque convaincu, mais il m'en manque un peu. Je t'en prie. Quand tu dis pour peser, je vais te rappeler quelque chose que tu as déjà dû entendre et qu'on a déjà dû entendre ailleurs, mais tu sais que Jordan Bardella, c'est quand même le bilan presque d'un stagiaire au Parlement européen. Non, mais, pardon, C'est mais très vrai. J'ai les chiffres, si tu veux, 19 amendements en 5 ans. je veux pas être... Non, mais bien sûr. C'est juste que Moi, je te répondrai après de toute façon, donc t'inquiète pas. Jordan Bardella, encore une fois, sur une partie des constats qu'il pose, sur la sécurité, sur certaines questions, sur l'immigration en Europe, même si on a quelques détails de divergence, on peut être d'accord. Moi, c'est pas la question d'être contre Bardella, c'est pas la question, c'est juste que l'exercice d'un mandat, ça engage une responsabilité. Moi, quand je vois 0 rapport, 21 amendements, quand on me pose cette question à Jordan Bardella sur un plateau télé en disant alors, moi, ça m'intéresse pas d'aller mettre des virgules dans un texte, typiquement la pêche, c'est une compétence qui est exclusivement dédiée à l'Europe, au Parlement européen. Donc, pour Jordan Bardella, aller défendre des pêcheurs, il n'y a qu'un seul moyen de le faire, c'est d'aller peser sur les textes, les discussions au Parlement européen. Et quand je prends son bilan, c'est 0 rapport, 21 amendements. Donc, il y a une incohérence en disant on va peser, c'est grâce à nous qu'on va impulser des lois, qu'on va défendre la droite et la France au Parlement européen, et en disant, par contre, quand il faut le Parlement européen, moi, aller mettre des virgules dans un texte, ça ne m'intéresse pas. Je vois que ça pose un problème de fond. Mais c'est une vraie question. Et tant mieux tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, si Jordan Bardella arrive à convaincre, à séduire sur les plateaux télé. Mais dans ces cas-là, restez président du Rassemblement national et porte-parole pendant 3 ans, préparez les échéances que vous avez, mais moi, allez dire aux Français, faites-moi confiance, mettez un bulletin Jordan Bardella le 9 juin, pour qu'au final, si quelqu'un qui suit un peu la politique va voir le bilan de Jordan Bardella, sur tous les sujets de j'ai listé pour défendre François-Xavier Bellamy, ils ne sont pas représentés. C'est-à-dire qu'on va donner un bulletin à quelqu'un qui ne va pas venir. Si tu veux, ça pose un problème moi, de cohérence quand tu dis peser sur les plateaux télé peut-être, peser sur Twitter peut-être, peser au Parlement européen pour défendre des pêcheurs notamment qui sont vraiment dépendants de ce qui se passe en Europe et ne pas voter les textes et ne pas défendre. Moi je me dis, il y a quand même un petit problème de cohérence. Voilà, après je te laisserai répondre sur le fond. Tu veux rajouter quelque chose? J'ai beaucoup de choses à rajouter, voilà, donc réponds d'abord si tu veux, on en discutera. Ouais. Est-ce que Jordan Bardella est le plus grand parlementaire européen de l'histoire? Peut-être pas encore, ça c'est vrai. Par contre, Jordan Bardella n'est pas isolé au Parlement européen. Il mène une liste aux élections européennes, et cette liste, actuellement, il y a 18 eurodéputés du Rassemblement national. Quand on regarde la globalité du bilan des députés du RN, dont celui de Jordan Bardella, il est plutôt bon. Il y a plus de 14 000 amendements qui ont été déposés en tout. Le groupe des Républicains est 2,5 fois moindre, et pourtant, quand on regarde les interpellations par rapport à la Commission, le Rassemblement national, le groupe 18 députés, sont à 800 interpellations de la Commission, les LR sont à 150. Quand on regarde les interventions en séance plénière, les LR sont à 150, les Rassemblements national sont à 800 aussi, 850. Donc on est au-delà, je veux dire, des 2,5 fois. Combien de rapports? Tout dépend. Combien de rapports? Il y en a eu un sur l'intelligence. Il y en a eu un sur l'intelligence artificielle. En fait, c'est du groupe Annecy, il y a eu un de Gilles Le Breton sur l'intelligence artificielle. Mariani, je le cite. Un complément d'enquête. Vous avez eu exactement. Bah, du coup, tu anticipes un peu. Mais vous avez été interdit de faire des rapports parce que vous êtes barré par tous les groupes. Je reprends ce que tu disais au début. Le Rassemblement national, donc là je te cite toi, est le seul parti qui est capable de rassembler. Ouais. Quand on se fait barrer par tous les groupes et même son propre groupe à l'Assemblée nationale, est-ce que tu peux appeler ça du rassemblement? Par son propre groupe? ID n'a pas envie que c'est ID qui a interdit au Rassemblement national de faire des rapports. En tout cas, c'est ce qu'avait dit Mariani. Non, pas du tout. C'est ce qu'on avait retrouvé dans. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'a dit Thierry Mariani, c'est que les autres, pour avoir un rapport au Parlement européen, ça se fait au compromis, à la majorité, ça se fait avec tous les groupes. Les socialistes, la gauche européenne et les Verts, voilà. Mais donc, sauf qu'à nous, on refuse de travailler avec les Verts. On travaille avec les Verts. Mais effectivement, quand on travaille au Parlement européen, il y a des compromis qui sont avec des larges majorités. Si on veut faire un rapport, il faut une majorité généralisée. Aujourd'hui, la droite, en incluant le PPE dans cette droite, n'a pas la majorité au Parlement européen. Donc évidemment, le Rassemblement national et Identité et Démocratie se fait actuellement barrer la route. Que se passera-t-il demain lorsque les Italiens vont envoyer des dizaines de députés de la Lega, lorsque les Allemands vont envoyer une vingtaine de députés de la AfD, que le Rassemblement national, j'espère, va envoyer 25-30, je l'espère, députés européens du RN.
le groupe Identité et Démocratie, si on en croit Europe Elect ou les prédictions Politico, va devenir le 3e groupe du Parlement européen avec près d'une centaine de parlementaires européens. J'ai vu le sondage ce matin. De ce que j'ai vu, c'est surtout ECR qui bénéficie du grossissement de la montée des droites en France. Du moins, j'ai vu un sondage ce matin où il y avait, il me semble, on gagnait 40 sièges chez ECR et une dizaine chez ID. Ça, c'est pas possible. C'est celui que j'avais vu. Désolé pour toi, mais non, c'est pas possible. Dès ce matin, c'était Europe Elect, d'ailleurs. C'était sur le Twitter de Mais en fait, quand on regarde concrètement ce qui se passe au niveau européen, sur notamment Europe Elect, c'est que l'ECR a une histoire politique. L'ECR était la 3e force parlementaire européenne avant 2019. Elle est la 4e actuellement derrière Renew, et là, elle tend à retomber 4e ou 5e, à plus ou moins égalité avec Renew, vers les 65-70 sièges. Identité et Démocratie avec le RN en France, avec l'AfD en Allemagne, avec le FPO, avec Chega au Portugal, tend à monter à nouveau vers les 75, 80, 90 sièges peut-être pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est que Identité et Démocratie et le Rassemblement national est aujourd'hui le groupe à même, le parti à même au Parlement européen, créer un pôle patriote qui forcera, je l'espère un peu, les partis de centre-droit et de droite du PPE à se droitiser, à travailler ensemble. Et en fait, demain, concrètement, et je sais que c'est quelque chose que, à mon sens, je souhaite, c'est d'avoir des majorités au Parlement européen pour pouvoir bloquer l'agenda fédéraliste de von der Leyen, de la Commission européenne et le projet. Exemple tout bête. Sur le pacte migration, asile et immigration. Donc, c'est donner le pouvoir à la Commission européenne de relocaliser les immigrés clandestins et les migrants partout en Europe où on veut, donc dans les campagnes françaises, etc. Si les groupes patriotes aujourd'hui à l'Union européenne, au Parlement européen, ne travaillent pas ensemble, ce pacte passera. Si demain, Identité et Démocratie... Avant de travailler ensemble, il faut travailler. Mais bon, oui, mais le groupe, je redonne les chiffres, si tu veux, 14 000 amendements, 800 interventions en commission. On revient le problème que ça peut... Enfin, moi, je pense qu'un électeur de droite aujourd'hui, électeur de droite sans étiquette politique qui nous écoute, qui dit je me sens de droite, mais je ne sais pas, entre les Républicains, pour Reconquête et le Rassemblement national, vers qui ça me parle le plus. Je pense vraiment à la question du mérite et du travail. J'espère en tout cas que vous la défendez dans vos partis. En tout cas, nous, c'est l'essence même des Républicains. Comment on peut vouloir peser, vouloir faire des unions, etc., quand même, sur son bilan, on ne travaille pas. Enfin, François-Xavier Bellamy, il n'a pas besoin d'avoir 45 000 amis au Parlement européen pour faire avancer les textes et pour faire avancer les idées de droite. Sur restauration de la nature, le texte, qui prévoit 10% on va dire, on va de la production agricole, de la carte, 10% des terres agricoles. Qui fait reculer le texte? On soit honnête entre nous, on n'est pas là pour se tirer dessus, mais c'est François-Xavier Bellamy, il n'a pas besoin d'aller chercher des copains. Si, c'est lui qui le fait reculer. C'est pas lui avec ses petits bras, c'est toute la droite européenne ensemble. C'est le PPE et c'est lui qui pèse notamment en partie sur... Si, je regrette. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher dans un groupe, dans l'autre, d'aller chercher qui va monter dans quel pays. C'est le courage des convictions et c'est le travail. Tout simplement. Et il se bat comme il peut, il se bagarre pour faire reculer ces textes-là. Sur le projet de la ferme à la fourchette, c'est pareil. Qui fait avancer sur les parlementaires européens ce texte-là qui le fait reculer? C'est François-Xavier Bellamy. Donc après, je veux dire que encore une fois, sur les idées, sur l'incarnation, ça peut poser question. Mais moi, j'invite vraiment les électeurs sur cette élection à aller au fond des choses et regarder qu'est-ce qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise, il y a une défiance de la population envers les politiques parce qu'on parle beaucoup et on agit peu. Et ça, c'est incarné notamment par Emmanuel Macron depuis des années. Mais je veux dire, la droite, sur ce point de vue-là, elle peut se différencier. Et si elle veut se différencier, il faut aussi avoir un bilan qui parle. Mais moi, encore une fois, je suis désolé, je m'interroge vraiment... sur ce que va faire Jordan Bardella et les promesses qu'il va faire quand on sait et quand on regarde son bilan. Après, oui, bien sûr, il a des parlementaires ailleurs, mais c'est bien ce que je dis. C'est une option de liste. Mais peut-être, mais alors dans ces cas-là, peut-être que Jordan Bardella peut être porte-parole, mais pas être tête de liste, parce que je pense que moi, j'en veux pour mon argent quand je mets l'argent. Et malheureusement... Non, moi, j'en veux pour mes convictions, mais moi, je pense que Bardella défend beaucoup mieux mes convictions en parlant concrètement à Emmanuel Macron au Parlement européen, qu'en faisant... Et effectivement, il faut faire des amendements. Il y a de nombreux députés du Rassemblement national au Parlement européen qui font de nombreux amendements, parfois qui passent rarement malheureusement pour l'instant, et qui demain passeront, j'en suis sûr, beaucoup plus. Ouais. Et je pense qu'un homme comme Fabrice Leggeri, qui a été directeur de Frontex pendant des années, ne va pas rejoindre une liste pour ne rien faire. Alors, est-ce que déjà, au niveau du Rassemblement national, vous vous dites satisfait du bilan de Frontex? Non, mais encore une question de cohérence à côté. Je terminerai par ça, mais je répondrai rapidement là-dessus. Comment quelqu'un qui a dirigé Frontex pendant 7 ans, sur lequel on s'est opposé, on va dire derrière, bah écoutez, venez avec nous. C'est-à-dire que nous, par exemple, typiquement, au Parlement européen en Europe, on s'oppose aux écologistes. À aucun moment, François-Xavier Bellamy va réfléchir sur les histoires si j'allais chercher la tête de liste des écologistes. Il y a un problème de cohérence entre ce que vous combattez et entre ce que vous combattez, ce que vous dites, et ensuite derrière ce que vous incarnez et ce que vous faites. C'est-à-dire que comment on peut critiquer Frontex ouvertement pendant des années en disant qu'ils sont
la passoire des frontières de l'Europe et dire, par contre, comme solution, du coup, on va aller chercher ceux qui ont dirigé Frontex pendant 7 ans. Il y a un bilan, justement. Qui a été nommé par Bernard Cazeneuve, je le cite, par une part de la gauche, un peu française, et s'il était vraiment si opposé que ça à Frontex, aux soi-disant pressions qu'il avait, pourquoi il est resté 7 ans? Et pourquoi aujourd'hui? Pour moi, parce qu'il a fait pression de l'intérieur. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, cette liste, tu le sais parce que Bellamy a soutenu Fabrice Leggeri pendant 2-3 ans Parlement européen. Pour moi, du Rassemblement national, les deux donc, qu'on a pour l'instant, c'est du marketing politique. C'est de la télé-réalité politique. Entre un qui ne travaille pas et un qui, soi-disant, va combattre l'immigration, alors pendant 7 ans, elle a été le responsable du bilan de Frontex. En interne de Frontex. La liste du Rassemblement national, c'est du marketing. Est-ce que Frontex est une passoire? Est-ce que Frontex a actuellement son travail? Non. Est-ce que Frontex, avec Fabrice Leggeri, a essayé de faire son travail? Oui, et c'est d'ailleurs pour essayé. Et c'est pendant 7 ans, pareil, ils n'ont pas de bilan. On a 2 personnes sur la liste du Rassemblement national qui ont 0 bilan. Tu vas pas reprocher à Fabrice Leggeri d'avoir essayé de s'opposer dans je me permets, si je peux. Je peux juste répondre sur Fabrice Leggeri. On ne peut pas reprocher à Fabrice Leggeri d'avoir été paralysé par les institutions européennes. Pendant des années, il a essayé de refouler les migrants à la frontière, de renvoyer les Tunisiens en Tunisie et les immigrants en Libye. Et c'est justement parce qu'il voulait faire son travail et faire en sorte que les États coopèrent pour renvoyer les clandestins chez eux, que d'ailleurs LR a suivi, parce que Bellamy a été d'ailleurs l'un des rares parlementaires européens avec le groupe ID à l'époque à défendre Fabrice Leggeri en 2020, 2021, 2022, lorsque les socialistes défendent ses idées, façon bilan. Fabrice Leggeri. Parce que son bilan est aussi cadenassé parce que. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à Frontex? C'est la puissance alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est justement pour ça qu'il rejoint les listes du RN, pour faire changer les choses et pour que demain. Mais vous avez quelqu'un qui pendant 5 ans n'a pas travaillé au Parlement européen, vous avez quelqu'un pendant 7 ans qui a un bilan désastreux à Frontex, vous mettez les deux sur une liste et vous dites avec nous on va changer les choses. Excusez-moi, c'est le bilan d'une impuissance. Et pour moi, c'est le bilan d'un aveu de manque, excusez-moi, d'action. Je regrette. Pour moi, il a été voté parce qu'il voulait renvoyer les migrants chez la télé-réalité politique. Ce qui est en train de se passer pour l'instant, c'est de la télé-réalité politique. Et d'ailleurs, mettons fin à la télé-réalité politique. Moi, je te propose un petit exercice de clarification, parce qu'il y a énormément de choses que j'ai du mal à comprendre en Rassemblement national. J'aimerais avoir ton avis. Juste 5 questions, très rapides. Tu réponds par oui ou par non. Ah bah non. Je vais pas. Non. La télé-réalité, c'est justement répondre par oui ou par non sur des questions. Non, mais si tu sens que tu as besoin de justifier, tu peux prendre ton temps, mais il n'y a pas de question piège. C'est ça que je veux te dire. C'est vraiment, il n'y a pas de question piège. Je suis très sincère. Tu vois, j'ai ouvertement les questions devant moi depuis tout à l'heure. Vraiment, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas l'interview de Jonathan Verbeeken. Non, ça c'est ça. La première chose, c'est est-ce que pour toi, l'islam est compatible avec la République? Parce que pour nous, ça ne l'est pas. Vous dites que Marine Le Pen dit que ça l'est, et de l'autre côté, elle propose des choses qui montrent que ça ne l'est pas. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il faut réguler l'islam en France. Je veux dire, en fait, on ne peut pas mettre tous les musulmans français dans le même sac. C'est une réalité. Pas les musulmans. J'ai pas dit les musulmans. J'espère. Les Français. J'ai pas dit les musulmans. Les Français musulmans sont le bienvenu. L'islam en tant que texte juridique. Avec un petit ou un grand i. Parce que moi, je suis un truc d'histoire. Tout le débat sur l'islam quand on est en histoire, c'est est-ce que c'est le grand i de la civilisation islamique au sens large, ou est-ce que c'est le petit i? Moi, je te parle de l'islam religion. Non, mais c'est pas précis de dire comme ça. Moi, je te dis simplement, quand tu regardes les programmes de Éric Zemmour et de Marine Le Pen, beaucoup de points en commun, à l'exception d'une chose, c'est que Marine Le Pen ne veut pas combattre l'islam en tant que texte juridique, ne veut pas intervenir dans les lieux où la charia est au-dessus des lois françaises. Pas du pardon, alors là, pas du tout. Si, quand elle dit que l'islam est compatible avec la République, si demain elle est présidente, il n'y aura rien qui changera dans ces quartiers-là. Avec Éric Zemmour, si. Ça, c'est un des points qui les différencie. Non, je ne pense pas que Marine Le Pen va laisser les salafistes faire leur loi. Tu penses qu'il y a un conflit de civilisation aujourd'hui en France? Moi, je pense qu'on risque d'y aller parce qu'effectivement, le manque d'assimilation... Je pense qu'il y est. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un conflit de civilisation en France? On n'y est pas encore aujourd'hui, non. Donc pour toi, il n'y a pas encore de conflit, parce que même Macron l'a reconnu en disant une terre de peuple. Tu vois, il y a le peuple qui pleure Notre-Dame. Est-ce qu'on va vers un conflit est-ce qu'on va vers un conflit si jamais on continue avec les flux migratoires, avec l'absence d'assimilation, avec l'absence d'ordre républicain? Donc pour toi, il n'y a pas de conflit de civilisation? Tout l'enjeu aujourd'hui, à l'instant T, dis-moi. Tout l'enjeu actuellement de la politique, si on veut changer les choses, c'est justement d'éviter le conflit, la guerre civile dont parlait Éric Zemmour H24. À un moment donné, ce qu'il faut aussi, c'est rassembler les Français. Et à force de parler de guerre civile systématiquement, il est sûr qu'on ne va pas rassembler les Français, on va juste faire peur à tout le monde va commencer à s'armer, à aller chez soi. C'est pas ce que veut Marine Le Pen. Ce que propose Marine Le Pen aux Français, c'est de vivre avec dignité, c'est de vivre tranquillement chez eux. Alors, est-ce qu'il faut rétablir l'ordre républicain dans la zone de non-droit, dans la zone islamisée? Évidemment. Mais je veux dire, à un moment donné,
Éric Zemmour, il est en politique depuis 2021. Marine Le Pen, ça fait 30 ans qu'elle fait de la politique, et je pense pas que Marine Le Pen a attendu Éric Zemmour. Elle a arrêté en 2017 de faire de la politique. Elle en a fait jusqu'en 2017 et depuis elle a arrêté. Sans Marine Le Pen aujourd'hui, le camp national en France ne serait pas où il est aujourd'hui. Il n'y a que Marine Le Pen qui est une candidate de dynamique pour le camp national aussi. Est-ce qu'on doit être d'accord Est-ce qu'on peut être d'accord avec Marine Le Pen? Elle est absente aujourd'hui de certains sujets. Elle a arrêté d'évoluer. J'ai l'impression que vraiment aujourd'hui tout est en train d'être mis en question au Rassemblement national. C'est pas un secret pour lesquels les élus de 2012 du Front National ont quitté. Ils ont tous quitté le Rassemblement national. Quand c'était Marion Maréchal qui était du coup à l'Assemblée nationale, quand c'était Gilbert Collard, quand c'était Ravier, en 2022, les trois ont soutenu Éric Zemmour, plus Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un changement de ligne. Quand j'entends Julien Audoul dire qu'aujourd'hui, il y a qui est donc porte-parole du Rassemblement national, dire qu'il y a un débat en interne sur la GPA, chez Reconquête, c'est simple, c'est non. Et il n'y a pas de débat. Est-ce que toi, tu penses que c'est une bonne chose, par exemple, la GPA? Moi, je suis contre la GPA. Le programme de Marine Le Pen est contre la GPA. Si en fait, demain... il ne faut pas voir, il n'y aura pas la GPA si Marine Le Pen est élue présidente de la République. Il suffit de lire le programme, pour le coup. Là, en fait, j'ai l'impression que tu parles que d'étiquettes, alors qu'on peut regarder les idées. Il faut quand même être un peu reconnaissant de ce qui s'est passé. Alors qu'on était tout gamin, il y avait très peu de personnes qui défendaient en France le patriotisme, comme le fait Marine Le Pen depuis 30 ans, comme le fait Jordan Bardella aujourd'hui. Concrètement... Mais il y a être fort dans les mots, il y a être fort dans les actes. Moi, c'est pas ce que moi j'attends qu'une chose, quand j'arrive au pouvoir. Jordan Bardella, je suis pas contre tout. Mais c'est que moi je suis d'accord avec toi. Maintenant, il faut passer aux actes, et c'est pour ça qu'il faut renforcer. Vous avez un bilan. On a été au pouvoir. Alors, j'ai une question simple. De quoi est le plus fier Jordan Bardella dans son bilan au Parlement européen? Question simple. Moi, si je vais être fier, si je vais dire pourquoi Jordan doit être fier sur son bilan, c'est pour la manière dont il a fait avancer les idées patriotes en Europe et en France. Mais quelles idées, quel texte? Non, les idées patriotes en Europe. Non, mais les idées, c'est bien sur les textes. Sur les textes qui font changer la vie des Français, des Européens. Qui font changer la vie des Européens. Moi, quand François-Xavier Lamy, il s'oppose, il fait reculer le texte restaurant la nation. Vote pour le Vietnam. Les agriculteurs aveyronnais, les agriculteurs de France, et bien derrière, ils ont une capacité de développer la croissance. Ça change la vie des gens. Ouais, c'est pas. Mais là, je trouve que c'est un débat sur le canapé avec une bière et dire ah oui, je suis d'accord avec. Non, mais ça, c'est pas. Et puis, le rapport aussi, c'est que Jordan Bardella change d'avis en permanence. Là, je prends juste par rapport au centre de l'agriculture. J'aimerais bien que tu me répondes là-dessus. Le 25, donc je crois que c'était dimanche dernier. Dimanche, il avait parlé donc des prix planchers. Sur les prix planchers, donc une mesure de la France insoumise. Il avait dit que ce serait un malheur que Macron s'y oppose. Et le 26, le lendemain, il dit que si les prix planchers sont votés, c'est une trappe à pauvreté. Donc il est pour ou il est contre? Parce que le 25, il est contre, il est socialiste, et le 26, il est ultra-libéral. Ce qu'on est en tête des sondages, c'est qu'en fait, on se fait un peu harceler de questions, c'est pas méchant, mais j'ai envie de répondre à tout, mais il me faudrait 1 heure. Sur les prix planchers, très rapidement, qu'a dit Jordan Bardella le 25? Concrètement, ce qu'il a dit, c'est que Emmanuel Macron veut mettre en place aujourd'hui les prix planchers pour les agriculteurs, mais que au Parlement, lorsque cette mesure avait dû être votée, les macronistes y sont opposés. Est-ce que c'est une mesure qui peut être faite à court terme pour les agriculteurs? Peut-être. Est-ce que c'est une mesure qui est bonne sur le long terme? Non, c'est pas suffisant. Et là, Jordan Bardella a proposé de nombreuses autres problématiques. La revue des normes filière par filière, le protectionnisme économique, l'intelligence économique au niveau de l'État pour protéger les intérêts économiques français. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'étiquette, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que le Rassemblement national est aujourd'hui le seul parti qui est à même de rassembler les Français. Au-delà de la seule droite, au-delà du seul camp conservateur, au-delà du seul camp gaulliste dans lequel je me reconnais, au-delà du seul camp souverainiste, au-delà des seuls... Gaulliste, c'est un peu osé, mais je vais pas revenir sur non, mais j'ai pas dit le RN, j'ai dit moi, je me reconnais d'accord. de droite gaulliste. Alors peut-être que tu peux venir... Et donc, pour le coup de la fin, aujourd'hui... Viens chez Reconquête, tu t'y sentiras... Non, parce qu'aucun de vos deux partis ne sont à la hauteur de ce que j'attends d'une candidature gaulliste. Et c'est pour ça que je le veux gaulliste, soutenir... d'un point de vue économique, mais là, le RN, dans ce cas, en phase avec l'économie gaulliste. Il est socialiste, donc il n'est pas en phase. Très concrètement, il faut voir ce que décrivait de Gaulle sur la participation et il faut relire le programme économique du RN qui n'est pas du tout socialiste. Mais en tout cas, il n'est pas néolibéral, ça c'est évident, ce n'est pas le bilan qui est fait. Aujourd'hui, il y a une seule force concrète qui veut faire l'alternance en France pour que les idées patriotes arrivent au pouvoir, c'est le Rassemblement national. Il n'y a que Jordan Bardella qui aujourd'hui incarne une jeunesse qui veut s'engager pour changer les choses concrètement. Mais quand il a l'occasion de changer les choses, il ne le fait pas. Surtout il ne fait que diviser. Non, je pense pas. Non, c'est le seul qui a même de faire ça. Moi, je trouvais ce débat à titre personnel très intéressant parce que quand on va au fond des choses, en réalité, sans parler des partis politiques, mais de nos idées, on trouve des points de compromis. Après, on a exprimé, je pense, clairement les différences entre nos candidats. Moi, je reste persuadé que si vous voulez continuer, en tant qu'électeur de droite, à voir vos idées défendues, et avec des actions, et avec des résultats au Parlement européen, c'est par François-Xavier Bellamy qu'il faudra s'appuyer. Maintenant,
au niveau peut-être du Parti des jeunes républicains, moi j'invite aussi tous les jeunes qui sont aujourd'hui des militants de droite à venir nous rejoindre chez les jeunes républicains. Parce que nous avons effectivement ces élections européennes qui sont une élection qui reste à scrutin national avec des proportionnels. Mais demain, en 2026, il faudra refonder nos conseils municipaux partout en France. Et sur ce point, je pense que c'est les jeunes républicains qui sont le point d'équilibre à droite parmi nos militants pour demain devenir des élus. Nous, on a une ambition au niveau des jeunes républicains, c'est relever la France sur le temps long. Il y aura ces élections européennes, on sera bien plus haut que ce que pensent aujourd'hui les gens et les sondages. Mais pour aller plus loin, et si je peux apporter un message à tous les jeunes qui nous écoutent, demain, devenir acteur de la vie publique, acteur de la vie politique. Et il n'y a pas 50 moyens de le faire. C'est de s'engager dans un parti politique qui peut arriver dans les mois à venir, dans vos villes, dans vos villages, au pouvoir, ce qui est déjà le cas. Et en 2026, il y aura une vague bleue. Est-ce que cette vague bleue, elle sera majoritairement LR ou elle sera divers droite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes le point d'équilibre à droite, et moi j'invite vraiment tous les jeunes, et on l'a vu sur nos discussions, où on peut trouver des points d'équilibre, à nous rejoindre. Parce que je crois que dans les années à venir, et c'est ce qui nous concerne nous, c'est les Républicains, ou en tout cas le parti de la droite traditionnel, qui permettra au pays de rassembler et de nouveau porter des idées, ensuite sur le plan national et européen. Si jamais je dois faire passer un message aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, c'est de dire que Génération Z aujourd'hui tend la main à toutes les personnes qui se sentent de droite. On est un parti qui vient à peine de fêter ses 3 ans. On a réussi à convaincre 2,5 millions d'électeurs pour les élections présidentielles. Les sondages nous donnent actuellement à 8%. Et Génération Z est actuellement le premier parti jeune de France, très mobilisé sur le terrain, très ancré partout en France. Je peux même vous raconter mon week-end dernier. On est allé tracter 2 fois. On a réussi à faire mobiliser notre député européen Nicolas Bay sur des problématiques locales. En plus, même pas à 10 minutes d'ici. Il y a eu les rencontres économiques de Reconquête où GZ a répondu présent. S'investir dans GZ et s'engager dans GZ, c'est aussi faire le choix de réfléchir. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu simple de s'engager au Rassemblement national ou aux Républicains parce que ça ne nécessite pas de réfléchir. Chez Reconquête, on va essayer au mieux de faire avancer les débats, essayer au mieux de tenir une ligne politique ferme, sans compromission sur les grands sujets importants pour les Français, pour la France et le 9 juin, pour Marie. Non, je suis très heureux du débat qui a été tenu là, parce que peut-être que tout n'a pas été dit, peut-être qu'il aurait fallu encore 3 heures de débat qui auraient été peut-être un peu redondants pour ceux qui vont nous écouter, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de débattre avec honnêteté et sereinement avec des gens vraiment sympathiques, intelligents. C'est toujours un plaisir. Moi, je pense que ça a été très intéressant. Après, maintenant, pour l'engagement de la jeunesse, c'est fondamental. L'avenir nous appartient, ça c'est une évidence absolue. Et si on veut concrètement que la France reste la France, si on veut que la France retrouve sa grandeur, c'est le général de Gaulle, si on veut que la France concrètement retrouve une forme de paix sociale, si on veut que la France reste elle-même et que les Français puissent vivre un peu plus dignement, alors il est temps de s'engager dès maintenant. S'engager dès maintenant, c'est certes en 2026, certes pour la grande alternance que j'espère de tout cœur en 2027, et certes aussi pour les élections du 9 juin. Le 9 juin, c'est une élection fondamentale. Un seul tour, un seul vote utile, Jordan Bardella, qui est le seul à pouvoir préparer la grande alternance patriote dont nous avons tant besoin. Je pense à tous mes camarades, à tous mes compagnons du Rassemblement national de la jeunesse, Pierre-Romain Thionnet qui est directeur, ou Alexandre Sabatou qui est député à peine 31 ans, qui sont signes et symboles d'une jeunesse très engagée. Il y en a tant d'autres au Rassemblement national qui sont élus ou non, militants de terrain, qui sont engagés. Et je salue cet engagement avec cette véritable ferveur patriote parce que je sais que ça va payer et je peux inviter tous ceux qui nous écoutent à continuer de débattre avec leurs amis, à continuer à regarder les interviews de quel que soit le candidat et certainement à s'engager et à aller voter. Moi, à mon sens, pour le RN, au sein du RNJ, cette grande famille qui est très active et dynamique, les élections sont fondamentales. Et si la jeunesse ne s'empare pas des élections, alors on va laisser les boomers encore condamner la vie politique au macronisme ou à l'extrême gauche. Donc non, il est temps qu'une jeunesse patriote, qui même va au-delà de la droite, une jeunesse simplement qui aime la France avec des valeurs fondamentales, se bouge, reprenne en main la politique et enfin agisse concrètement au quotidien.